Bonjour à vous et bienvenue dans le 209e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Dans une première partie, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'album Soli Deo Gloria, superbe ouvrage que l'on doit au duo Jean-Christophe Devenet pour la partie scénario, Édouard Court pour ce qui concerne le dessin et le tout est publié aux éditions Dupuis. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, la sortie de Rock'n'Roll Suicide, nouveau projet de Louise Laborie qui nous entraîne dans une petite ville du bord de mer pour découvrir un petit groupe de rock, un album captivant sorti chez Sarbacane. Je parlerai ensuite d'Ulysse, où quand Fabien Toulmé nous entraîne dans une salle de classe particulière d'un collège pour nous faire découvrir le métier d'AESH, un album édité chez Delcourt. Avec le paradoxe de l'abondance, on aborde en compagnie de Vincent Ravalec et Hugo Clément au scénario le thème très sérieux de l'agriculture française et la façon de nous nourrir, un titre mis en dessin par Dominique Mermoux et sorti aux éditions d'Argo. Direction ensuite les États-Unis pour découvrir un western captivant baptisé Leave Them Alone, un titre signé Roger Setter au scénario et Chris Regnault au dessin pour un album paru aux éditions Grand Angle. On découvrira aussi ensemble Pénis de table 2, Cookie Calcaire réunit de nouveau autour de la table 6 hommes pour parler sexualité, un album captivant et instructif sorti aux éditions Stenkiss. Enfin, je terminerai par la sortie d'un beau livre aux éditions Glénat baptisé La Nef des Songes. Il revient sur les 35 ans de carrière du talentueux Olivier Ledroit dans un entretien que mène Arnaud Pagès, 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore dans les albums bonus. Sachez que si vous m'écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés ici. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. C'est un album difficile à classer que j'avais envie de mettre en avant dans cet épisode, un album d'une grande puissance, tant narrative que graphique, bel hommage à la musique baroque qui sert de fil rouge ici. Soli Deo Gloria, traduction d'une locution latine qui signifie « à Dieu seul la gloire », est le titre de cet ouvrage, mais aussi la signature que l'on va retrouver ici au bas d'une portée musicale, d'une musique envoûtante qui semble venir des cieux. Au centre de ce récit qui fonctionnera comme un conte, nous allons retrouver 2 personnages que l'on va voir évoluer au cœur du XVIIIe siècle, Hans et Elma, lointains cousins d'Hansel et Gretel, 2 jumeaux dont la destinée va longtemps être commune. Ils sont les narrateurs de cette histoire, le scénariste Jean-Christophe Devenet leur donnant d'ailleurs une voix commune, et nous allons les voir grandir et évoluer au fil des pages dans un monde qui va parfois se révéler d'une grande cruauté pour elle comme pour lui. C'est d'ailleurs dans un petit village que nous les découvrons, le ciel chargé et les nuages bas de la première page fonctionnant déjà comme un avertissement des malheurs qui attendent Hans et Elma, eux qui sont enracinés dans la terre et qui vivent au contact de la nature. Dans des cases qui se déploient en hauteur, procédé que reprend souvent Édouard Court, comme pour matérialiser l'élévation des 2, ils vont faire la découverte de la beauté au sein même de cette nature à la faveur du chant d'un rossignol. C'est en voulant l'imiter que les 2 vont pour la première fois se rendre compte de la beauté du chant, de la musicalité comme possibilité de transcender le monde qui les entoure, la musique devenant dès lors leur compagne du quotidien.
Pourtant, dans ce monde froid et austère, que le dessin en noir et blanc arrive à retranscrire, il n'est pas simple de faire vivre la beauté et l'espoir, d'autant que la famille elle-même, incarnée par un père massif et bourru, s'oppose à l'entrée de la musique dans leur vie. Que ce soit le flutio que va faire résonner mélodieusement Hans ou la voix cristalline d'Elma, les deux semblent véritablement doués pour cet art, un don qu'ils pourront exercer au sein d'une vie où chaque rebondissement donne lieu à un nouveau chapitre. Cela commence par le massacre des parents et l'exil des enfants en forêt. Ils y seront recueillis par un ermite amateur de musique, puis ils vont finir auprès du margrave de Kriegrig, et cette destinée les entraînera dans un voyage qui ira de la Hollande jusqu'en Italie. Tout du moins, c'est ce que laisse supposer le nom des villes que Jean-Christophe Devenet invente dans ce récit. Ainsi Naples devient ici San Gennaro, Venise Laguna Majora, ou encore Adamstern, qu'il faut comprendre comme la ville d'Amsterdam. Quête initiatique qui se double d'une initiation à la musique, on suit avec grand intérêt le parcours des deux jeunes gens dont le talent s'affirme en même temps que le caractère se découvre, ainsi la douceur et la tempérance d'Elma tranchent de plus en plus avec l'orgueil d'un Hans qui se double d'une certaine impatience. On se doute que plus l'histoire avance dans le temps et plus la voix, VOIX, entre les deux artistes va finir par se scinder en deux, mais qu'en sera-t-il de leur réussite et de leurs ambitions respectives? L'histoire répondra à la question. S'il n'est pas simple de mettre la musique en dessin, ici Édouard Court fait preuve d'une grande originalité en faisant apparaître au sein de son dessin en noir et blanc, parfois sombre, la couleur dans un tourbillon de sensations qui n'essaye pas d'imiter les notes sur une portée. Ici, l'idée est de nous rappeler que la musique, c'est aussi cela, quelque chose qui nous emporte et nous élève, peut-être même au point d'atteindre le divin, c'est en tout cas un accomplissement qui deviendra un véritable idéal dans cette histoire. Tant sur le fond que sur la forme, cet album fait preuve non seulement d'une certaine originalité, mais aussi d'une certaine audace qui en font l'une des lectures marquantes de cette année 2025, le tout dans un très bel ouvrage avec ruban signé de couleur or. Le doré et le blanc sur cette couverture d'un noir profond sont d'ailleurs ce qui marque, quand on voit l'ouvrage posé sur les rayons des librairies, une première entrée en matière qui donne immanquablement envie de prendre le livre en main. Alors de mon côté, je vous le recommande fortement, se plonger dans Soli Deo Gloria, c'est se plonger dans une expérience à nul autre pareil, une véritable réussite qui nous vient des éditions Dupuis, que l'on peut retrouver en librairie depuis le 3 octobre dernier. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. C'est dans une petite ville du bord de mer que nous entraîne mon premier coup de cœur, une ville où tous les lundis soirs se produit dans la plus grosse salle des environs Lionel, crooner qui fait revivre Frank Sinatra le temps de son tour de chant. Le ballroom, la salle en question, est aussi un endroit qui fait rêver les groupes en devenir, et c'est justement le cas des Supersonic Pizza Club, trio spécialisé dans la reprise des hits du rock'n'roll contemporain. Composé de Valentin à la basse, de Martha à la guitare et au chant, ainsi qu'Iris à la batterie, les trois se produisent là où l'on veut bien d'eux, en espérant pouvoir percer un jour dans la musique. C'est donc ce contexte-là qu'installe en douceur Louise Laborie dans Rock'n'Roll Suicide, second album sorti chez Sarbacane, un titre où les rêves de gloire viennent se percuter à la réalité triviale d'un quotidien où il ne se passe pas grand-chose. Ainsi, Valentin est en fait un piètre bassiste, il vit chez papa-maman, fier d'un fiston qui monte sur scène et qui fait surtout vivre l'esprit rock'n'roll grâce à une connaissance encyclopédique sur le sujet. Il est amoureux en secret de Martha, elle qui vient d'une famille bourgeoise, mais qui essaye de rompre le cordon avec sa mère tout en restant dépendant d'elle, lui permettant ainsi de ne pas travailler au quotidien. À l'inverse, Iris s'échine tous les jours au Buffalo Grill où elle travaille, un boulot alimentaire qui n'enchante pas vraiment la blonde, d'autant qu'une proposition pour rejoindre un groupe sérieux lui a été faite. Et puis sur la ville plane l'ombre de ce crooner, toujours mis impeccablement, ce fantôme de Frank Sinatra sur lequel courent des rumeurs, qui tentera d'écrire ses propres textes sans vraiment de réussite.
C'est d'ailleurs une chanson qu'il va jeter et que va récupérer Valentin, qui permettra au jeune homme de briller auprès de ses camarades de jeu avec le secret espoir de taper dans l'œil de Martha. Avec beaucoup de talent et un trait simple et moderne, Louise Laborie nous entraîne dans cette France qui rêve en grand sans réussir à émerger des petits espaces. Les cas se multiplient parfois pour enfermer les personnages, mais peu importe car l'album aborde aussi la question de l'amitié et de la loyauté, carburant qui permet au Supersonic Pizza Club de faire de la musique ensemble. Les couleurs sont flatteuses et l'album agréable à lire, Rock'n'Roll Suicide, fait partie de ces bonnes surprises du mois d'octobre, un titre qui aborde au passage le phénomène dit des covers, ces chanteurs ou ces groupes qui ont décidé de se glisser dans la peau de leurs idoles avec plus ou moins de réussite. C'est dans une salle de classe d'un collège que nous entraîne mon second coup de cœur, un album à la fois tendre, touchant et réaliste que l'on doit au talentueux Fabien Toulmé. Ici, c'est un public particulier qu'il nous fait découvrir, une classe Ulysse, classe qui regroupe des élèves handicapés ou porteurs de handicap qui passent plusieurs heures par semaine au sein d'un effectif où l'on peut apprendre en douceur avec bienveillance. Celui qui va nous entraîner dans cette classe s'appelle Yvan Fayez et lui aussi aurait bien besoin d'un peu de bienveillance et de soutien après différentes épreuves que la vie vient de lui faire traverser. La séparation avec son épouse, un burn-out, un licenciement, voilà ce qui a fragilisé ce barbu bien plus âgé que les deux autres AESH qui travaillent au collège, un homme au parcours atypique qui vient du secteur de l'informatique. Avec cet emploi d'AESH, dont la mission consistera essentiellement à accompagner un jeune garçon qui reprend l'école et qui s'appelle Mathis, il doit aussi reprendre le fil d'une existence que les médicaments accompagnent au quotidien. Plutôt mutique et sur la réserve durant les premiers jours au sein de la classe de Madame Tramont, on va le voir évoluer et progresser en même temps que l'élève qui l'accompagne dans une relation où chacun des deux finit par apporter à l'autre. Dans cet album, on découvre aussi tous les élèves atypiques qui composent cette classe, à la fois exigeante et motivante, une classe qui réclame de l'attention en permanence, mais dont les petites victoires du quotidien font plaisir à voir. Faisant partie moi aussi de la grande famille de l'éducation nationale et ayant moi aussi des AESH dans mes classes, c'est donc un sujet qui m'a touché et parlé au premier chef, un titre rendant un bel hommage au passage à ce métier aussi indispensable que méconnu du grand public. En creux, l'album aborde non seulement ce manque de reconnaissance, mais aussi des salaires trop faibles au regard de l'implication des personnes qui effectuent ce métier, générant un grand turnover au passage. Avec son trait si caractéristique, qui allie la simplicité et l'humanité en se positionnant au plus près de ses protagonistes, Fabien Toulmé atteint une fois de plus sa cible en proposant un album où les sentiments sont présents à fleur de page. Avec un scénario bien construit qui découpe le livre en 4 parties, comme autant de saisons dans l'année, on voit évoluer les différents personnages dans un ouvrage que l'on n'a pas envie de lâcher, tant que l'on n'est pas arrivé à la 306e et dernière page. Ce qui aurait bien pu être un film à la base arrive jusqu'à nous sous la forme d'une bande dessinée, art que maîtrise à la perfection l'auteur, album paru chez Delcourt dans la collection Ancrage, je ne peux que conseiller Ulysse, un titre que j'ai pris un grand plaisir à lire. C'est dans les campagnes françaises que nous entraîne le Paradoxe de l'abondance, album porté par Hugo Clément, qui co-signe le scénario avec Vincent Ravalec et qui en est le personnage principal à la manière de ce qu'il fait avec l'émission télévisée Sur le front. Il sera donc question de scruter à la loupe l'agriculture à la française dans cet ouvrage, partant du principe qu'il y a là un paradoxe, d'où le titre, car si nous produisons beaucoup, nous sommes surtout en train de mettre en péril cette terre qui nous nourrit. Si vous connaissez le travail journalistique d'Hugo Clément, vous ne serez pas du tout surpris par le ton de cet ouvrage qui mélange didactique et immersion pour mieux faire comprendre au lecteur les tenants et les aboutissants du sujet qu'il aborde ici. N'hésitant pas à nous ramener à l'époque d'Homo sapiens pour nous faire comprendre comment s'est fait le glissement du chasseur-cueilleur jusqu'au cultivateur-éleveur, il n'en oublie pas de finir l'ouvrage sur une note plus optimiste. En effet, le constat implacable que dresse ici le journaliste en compagnie de Vincent Ravalec est des plus sombres, que ce soit la pollution de l'eau, des sols, les conditions de l'élevage ou le recul du bio, l'humanité semble vraiment marcher sur la tête depuis bien des années déjà.
On pourrait se dire que c'est ici un travail qui repose sur une thèse que développe le duo d'auteurs. Problème, tous les rapports scientifiques les plus sérieux, dont certains sont cités ici, vont dans le même sens. De nombreuses thématiques sont abordées en compagnie de témoins présents sur le terrain. Ainsi, le problème de la pollution des eaux est expliqué par Michael Dérangeon, responsable de la distribution des eaux autour de la ville de Nantes. En compagnie d'Antoine Foulumillon, maraîcher bio, on comprend comment l'après-Covid a été plus que compliqué pour cette filière qui subit aussi la concurrence d'un label moins regardant sur la qualité des produits, le label HVE. Porté par le dessin de Dominique Mermoux, lui aussi très sensible à la cause environnementale, on découvre dans les 160 pages de cet ouvrage l'urgence qu'il y a pour nous, consommateurs, de faire évoluer nos modes de consommation. Le dessin à l'aquarelle rend la lecture très agréable à effectuer, d'autant que la partie texte ne submerge pas non plus le lecteur d'informations, ce qui aurait pu rendre le propos indigeste. S'adressant au grand public, l'ouvrage ne se veut pas culpabilisant, mais il rappelle de manière implacable ce fameux paradoxe dans lequel on s'est enfermé, même si, comme je le disais, la dernière partie du livre donne des pistes pour en sortir. Ce sont les éditions d'Argo qui publient cet album qui pourrait connaître un vrai succès de librairie, car incarné par un journaliste qui a une certaine cote de sympathie auprès du grand public, un titre que pour ma part, j'ai pris grand plaisir à lire et que je recommande chaudement. Avec Leave Them Alone, le duo Roger Setter au scénario et Chris Regnault au dessin nous livre un western d'une redoutable efficacité, aussi profond sur le plan psychologique qu'intense au niveau de l'action. De l'action, il y en a d'ailleurs dès les premières pages, avec cette diligence qui se fait attaquer et dont aucun membre présent ne sera laissé en vie, pas même les femmes, dont une va se faire violer. Nous sommes dans le désert de l'Arizona en 1874 et l'aridité du panorama, où la terre est toute craquelée à cause de la sécheresse, n'est pas sans rappeler la même aridité du cœur de certains des protagonistes qui vont sévir dans cet album. Une petite bande de malfrats a fait des diligences de la Wells Fargo leur cible favorite, ce qui va pousser le patron de la compagnie à renforcer la sécurité des coffres dans lesquels transite l'argent et doubler les hommes qui accompagnent chaque convoi. Sur la route où transitent ces fameuses diligences se trouve un petit patelin qui fait office de ville-étape, Dead Indian Peak. C'est là que l'on va y retrouver deux femmes, la jeune Elfie, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, et sa grand-mère Marianne. Les deux sont épaulés au quotidien par Mad Wolf, un homme de la tribu des Navarros, qui aide au quotidien et qui est la seule présence masculine pour épauler la petite fille et sa grand-mère. Enfin, dans la ville voisine de Flagstaff, une prostituée va jouer aussi un rôle important dans ce récit, une certaine Mattie Siltz, elle qui va avoir la vie sauve à 2 reprises grâce à l'intervention de Liu, homme mystérieux qui veille sur elle comme un ange gardien. Si au début, ce sont 3 narrations différentes qui mettent en place 3 situations que nous raconte le scénariste Roger Setter, on comprend au fil des pages qui se tournent le lien que tous ces personnages vont avoir dans le récit. Avec des pages lumineuses écrasées par le soleil d'Arizona et des gros plans sur les visages burinés par le soleil et l'alcool, Chris Regnault nous offre un dessin de toute beauté pour porter ce western haletant de la première à la dernière page. La douceur et la candeur de la jeune Elfie tranchent dans ce Far West où le danger semble omniprésent, surtout chez certains personnages comme Mattie, dont la dureté dans l'expression trahit une inquiétude permanente. Mais cet album vaut aussi pour toutes les surprises qu'il réserve au lecteur, que je me garderai bien de vous dévoiler, participant grandement au plaisir que l'on a à se plonger dans ce titre. Ce sont les éditions Grand Angle qui publient cette superbe bande dessinée que je me suis régalé à dévorer, un album dont la couverture rouge attire immanquablement l'œil, que je vous recommande plus que chaudement. C'est avec la même fraîcheur et le même dispositif que sur le premier volet que l'auteur Cookie Calcaire réunit de nouveau 6 hommes autour de sa fameuse table pour parler de sexualité en 6 thèmes développés dans un ouvrage qui fait 176 pages. Le premier tome de Pénis de table, titre franchement bien trouvé et impactant, avait connu une seconde version augmentée sortie en 2021 alors que l'original était arrivé en 2018. Voilà donc un nouveau volet qui voit le jour en 2025.
L'auteur comme ses invités font d'ailleurs le constat que le monde a bien changé en un peu moins de 10 ans. Par exemple, ont émergé massivement les plateformes de contenu, comme OnlyFans ou Mime, qui sont évoquées dans la partie qui aborde le travail du sexe. Alors bien entendu, entre Joël et ses 81 ans qui se déclare hétéro, et Elsa qui a 19 ans et qui est transfemme et pansexuelle, la perception de ce phénomène ne sera pas forcément la même, de même que le rapport avec cet univers. C'est d'ailleurs la grande force de cet ouvrage, faire se rencontrer et discuter des hommes différents, avec des âges, des sexualités ou même des perceptions de la vie qui permettent d'avoir un échantillon intéressant à découvrir et à lire ici. La culture porno, les sextoys au masculin, le sexe anal, le travail du sexe ou encore l'érotisme masculin, Cookie Calcaire aborde sans détour avec ses invités des sujets sur lesquels plane parfois un tabou, l'auteur n'hésitant pas non plus à se raconter en toute franchise. C'est d'ailleurs ce que j'aime particulièrement chez lui, il n'hésite pas à aborder certains sujets qui grattent la société, comme le sexe, le jeu vidéo ou le polyamour, mais en y amenant sa fraîcheur et ses réflexions, fruit souvent de ses lectures, de ses rencontres et de sa culture personnelle. Si j'avais déjà beaucoup aimé découvrir la première bande constituée dans le premier tome de Pénis de table, ce second volet continue de faire réfléchir et faire se poser des questions autour de 5 thèmes, plus un spécial qui concerne les personnes sans pénis. À noter que cet ouvrage ne comporte aucune scène de sexe explicite, qu'il n'est pas question de pornographie, mais il invite à une réflexion franche et sans détour sur l'un des sujets préférés des Français, à en juger le nombre de connexions quotidiennes sur les sites pornographiques. Avec ce dessin simple, humoristique, illustratif et dynamique, relevé par de superbes couleurs très pop et flatteuses pour l'œil, on est embarqué avec ce groupe que l'on quitte vraiment à regret au bout de la lecture. Avec un groupe plus inclusif, plus hétérogène aussi, nous avons une cartographie intéressante sur les pratiques et les perceptions liées aux différentes sexualités dans un album que j'ai trouvé captivant de bout en bout et qui est sorti le 2 octobre dernier aux éditions Stenkiss. Comme toutes les 2 semaines, l'épisode s'achève avec un album spécial, la sortie aux éditions Glénat d'un superbe volume qui revient sur le travail d'Olivier Ledroit, une vie qui se raconte en 256 pages, que ce soit sur le plan humain ou artistique. C'est d'ailleurs un sacré tempérament qui se dessine dans des pages où l'auteur parle de lui à Arnaud Pagès, dont les questions permettent de dessiner les contours d'un artiste exigeant et d'un homme passionnant et passionné. Pour ma part, c'est un peu par hasard, au gré d'une visite à la Galerie Glénat à Paris, que je suis tombé en arrêt devant ses planches originales. Je connaissais son nom bien sûr, mais assez peu la puissance de son univers graphique, chose réparée depuis. Il faut dire que ce livre d'entretien est parsemé de dessins, de reproductions de planches et de travaux en tout genre d'un artiste qui a commencé à dessiner alors qu'il avait à peine 19 ans. On y retrouve ces dessins où fourmillent les détails des univers qui prennent vie sous nos yeux, une mise en couleur souvent sombre que vient régulièrement rehausser le doré, comme sur la couverture, offrant alors des pages flamboyantes sur lesquelles on prend plaisir à s'arrêter. C'est ainsi 35 ans d'une carrière riche de succès que l'on parcourt, l'album se chapitrant autour des grands projets de l'artiste, commençant très logiquement par les Chroniques de la Lune Noire et se terminant par les projets à venir, à commencer par l'illustration des Fleurs du Mal de Baudelaire à sortir le mois prochain chez Glénat. En effet, en plus d'être l'auteur de bandes dessinées à succès que l'on connaît, avec des œuvres comme Requiem, Le Troisième Œil ou Xoko, Olivier Ledroit est aussi un illustrateur et un peintre de grand talent dont le travail s'expose et se vend régulièrement en galerie. Cette vie d'artiste est donc explorée ici en sa compagnie, avec le franc-parler qui le caractérise, il nous raconte sans détour ce qui l'a guidé vers les différents projets qu'il a menés jusqu'au bout, y compris celui d'éditeur avec les éditions Nickel en compagnie de Jacques Collin. C'est dans cette maison d'édition que paraît la série Requiem, série présentée comme un Roméo et Juliette horrifique qui aura sa base de fans, série d'ailleurs relancée l'an passé qui pourrait encore compter quelques tomes à venir. La Nef des songes, titre de ce bel ouvrage qui revient sur cette carrière atypique qui est loin d'être terminée, est donc un beau livre où se mélange le travail artistique de l'auteur avec de superbes dessins souvent en double page et une interview passionnante qui permet d'entrer dans les coulisses de la création.
Bel objet qui fera aussi un beau cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année. Je vous conseille toutefois de ne pas le laisser à portée de main du jeune public en raison de certains dessins où la violence et le sexe, deux thèmes souvent abordés dans le travail de l'auteur, sont présents. Passionnant ouvrage qui m'a donné envie de redécouvrir le travail de cet artiste. La Nef des Songes est édité chez Glénat et si vous aimez cet auteur, vous serez certainement ravi de mettre la main sur cet album et si vous ne le connaissez pas encore, ce sera alors une belle porte d'entrée sur son univers. Ainsi se termine ce 209e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à Soli Deo Gloria, titre original et passionnant signé Jean-Christophe Devenet pour la partie scénario, Édouard Court pour le dessin et c'est publié chez Dupuis. J'ai comme toujours pris plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres parmi les albums bonus. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 3 novembre pour un nouvel épisode, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.